Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Ancien ministre de l'économie et des finances, puis ministre des Affaires étrangères de Madagascar, Richard Randriamandrato est reconnu pour ses compétences en gestion, en diplomatie et en relations internationales. Le diplomate candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine incarne, selon son pays, une vision pragmatique et orientée vers les résultats en adéquation avec les aspirations de l'agenda 2063. Monsieur Richard Randriamandrato développe avec nous dans cette nouvelle édition de l'interview ses motivations pour la présidence de la Commission de l'Union africaine et revient sur les défis économiques et climatiques du continent. Monsieur Richard Randriamandrato, bienvenue sur Africa 24. Merci et bonjour. Le contexte évolutif des relations interétatiques et internationales implique pour l'Afrique la mise en œuvre urgente de l'agenda 2063 en vue de renforcer le positionnement du continent dans le monde. Par conséquent, le rôle de la Commission de l'Union africaine s'avère indéniable. Quelles sont à cet effet vos motivations pour la présidence de la Commission de l'Union africaine et quel rôle doit jouer la Commission dans ce contexte géopolitique évolutif? J'ai eu l'occasion de dire que lorsqu'on a exercé de hautes fonctions gouvernementales dans un pays, j'ai été ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères à Madagascar, eh bien il faut s'attendre à d'autres responsabilités. Je suis africain et comme tous les Africains, je pense qu'à un certain moment de ma carrière, eh bien, il faut bien continuer le chemin qui vise justement à rassurer les citoyens africains et les jeunes en premier sur ce qu'on peut faire pour que notre continent puisse continuer à connaître cette période, disons, de prospérité et de dynamisme. Je parle de cela parce que l'Afrique, en tant que continent, est sur une bonne trajectoire de développement économique. À cela, je signale par exemple le fait que lorsque l'Union africaine a été créée en 2002, le PIB du continent était de l'ordre de 350 milliards de dollars américains. Aujourd'hui, en 2025, le continent africain a un PIB de l'ordre de 3 000 milliards de dollars. C'est vous dire qu'en l'espace de plus d'une vingtaine d'années, notre continent connaît, je dirais même, un boom économique. Et je pense qu'ayant été un ministre de l'économie et des finances, je pense devoir apporter, disons, un message de confiance pour l'avenir de notre continent. Voilà la première motivation. Et je pense que c'est la plus importante dans cette course vers la présidence de la Commission. À cet effet, quel rôle justement doit jouer la Commission dans ce contexte géopolitique évolutif, selon vous? Je dirais que d'abord, l'Union africaine, ce n'est pas seulement que la Commission. Il y a plusieurs organes. Il y a ce qu'on appelle la conférence, c'est-à-dire la réunion, l'Assemblée des chefs d'État. Il y a ensuite le Conseil exécutif, qui est l'organe en charge justement de rassembler les décisions des ministres. Il y a aussi le Parlement panafricain, il y a un comité des représentants permanents, et puis il y a la Commission de l'Union africaine, qui est l'organe exécutif. Et comme son nom l'indique, c'est un organe qui exécute. Et le président de cette commission, comme son nom l'indique, préside aux travaux de cette commission. Et donc le rôle de la commission n'est ni plus ni moins que d'appliquer les décisions et à la fois au niveau des chefs d'État et également au niveau des ministres de l'Union africaine. C'est un rôle qui parfois est un petit peu ambigu, dans ce sens qu'on situe parfois la Commission comme étant dans la première ligne de la hiérarchie institutionnelle de l'Union, ce qui est un petit peu erroné, je dirais, puisqu'il y a toute cette hiérarchie institutionnelle dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Donc le rôle maintenant, à l'heure actuelle, c'est de redresser l'image
de l'Union africaine qui s'est un petit peu, et je dois le dire, effritée ces derniers temps. Et par ailleurs, face à la montée du nationalisme et l'apologie des idées extrémistes, selon les observateurs, qui fragilisent de plus en plus l'efficacité des institutions supranationales, donnant lieu à des critiques sur l'efficacité des missions de l'Union africaine, quel mécanisme proposez-vous pour anticiper les actions urgentes de l'institution face à ces défis ? Bon, le monde où nous sommes actuellement, comme vous dites, est un peu en période de turbulence sur le plan géopolitique. Vous avez raison de signaler que la montée du nationalisme est un peu, ce qui prédomine actuellement. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense qu'il revient à chaque pays, à chaque chef d'État, de faire en sorte que le nationalisme ne porte pas ombrage au multilatéralisme lorsqu'il concerne, lorsque on arrive donc aux négociations à différents niveaux. Je pense par exemple aux négociations en matière commerciale. Malheureusement, la guerre commerciale que l'on connaît actuellement entre les grands blocs économiques risque de fragiliser notre continent si nous ne montrons pas suffisamment de solidarité entre les 55 États africains. Donc, moi, je pense que le nationalisme n'est pas forcément un danger pour une organisation continentale telle que l'Union africaine. Il faut savoir composer avec les blocs économiques. Il faut savoir négocier pour que les intérêts de notre continent ne soient pas effacés par rapport aux autres blocs. Nous sommes maintenant membres à part entière du G20. Nous serons également membres très bientôt du Conseil de sécurité. C'est vous dire que l'Union africaine est présente, mais que, une fois de plus, je le redis, il faut que cette organisation puisse réellement s'affirmer et parler d'une même voix, et c'est certainement le rôle du président de la Commission. Sur le plan économique, afin de pérenniser son financement et de renforcer son autonomie financière, l'Union africaine créait en 2016 un fonds pour la paix. Selon les experts, à date, ce fonds ne serait alimenté qu'à hauteur de 60 millions de dollars par rapport à l'objectif de 400 millions de dollars. Cependant, les 25% d'autofinancement des activités de sécurité sur le continent ne seraient toujours pas atteints. Comment atteindre cet objectif, selon vous, Monsieur le ministre ? Vous faites certainement allusion des financements disponibles pour les questions de paix et de sécurité, mais vous savez, le budget de l'Union africaine est de l'ordre de 608 millions de dollars pour être précis. Ça a été réduit, on est passé de 648 millions de dollars à 608 millions de dollars parce qu'il faut faire face à la mise en œuvre des réformes qui ont été adoptées depuis 2017. Donc, on ne va pas, comment dirais-je, jongler sur de combien nous allons disposer. L'état d'esprit que je souhaite apporter pour les 4 prochaines années, c'est d'essayer de faire mieux, sinon plus, avec moins. Voilà. Il faut se mettre à l'évidence, ce ne sera pas facile de faire face aux problèmes de résolution des conflits. Il faut aussi que notre organisation puisse accompagner l'Afrique en tant que continent sur cette trajectoire de dynamisme économique. Je fais toujours la part des choses entre une Afrique qui avance, d'un côté, j'ai mentionné tout à l'heure le produit intérieur brut qui continue à se développer jusqu'à 5% de croissance, 6% de croissance pour les prochaines années. C'est le Fonds monétaire international qui a sorti ces chiffres, ces projections. Et puis de l'autre, vous avez l'Union africaine qui peine malheureusement à suivre ce rythme. Donc le côté financement est important. Nous allons continuer à labourer le terrain du côté des partenariats stratégiques habituels, traditionnels.
Hier, j'ai eu une réunion importante avec les partenaires de l'Union africaine et je pense qu'ils sont rassurés par les positions que j'ai développées. Et c'est ce qui me rassure. Moi, je pense qu'il faut avoir confiance en la capacité de nos chefs d'État, de nos ministres, de nos dirigeants à aller de l'avant, poursuivre justement cette Afrique qui se développe. Le commerce intra-africain est l'un des grands chantiers de l'Union africaine. Ces dernières années demeurent faibles et ne représentent actuellement qu'environ 14,4% du total des exportations africaines, soit 13,7% du commerce mondial. Dans le cas où vous êtes porté à la tête de la Commission, quelles seraient vos stratégies pour stimuler les échanges entre les pays africains et les communautés économiques régionales ? Il y a un secrétariat qui est en charge de développer les programmes de zones de libre-échange du continent africain et qui est basé donc à Accra. Dernièrement, je me réjouis de voir que le Ghana a pris des décisions importantes qui va dans le sens justement de la libre circulation et des biens et des services et donc des marchandises dans cette sous-région, et à la fois aussi au niveau de la libre circulation des citoyens africains au Ghana. Donc c'est rassurant de voir que du côté du secrétariat, il y a, disons, des avancées réelles. Maintenant, il faut que tout le monde s'accorde à faire les prochains pas, un bond en avant, pour que réellement ceux qui ont déjà ratifié l'accord de libre-échange puissent maintenant appliquer les mesures les plus importantes pour booster le commerce intracontinental. Vous savez, le continent africain est vaste. Et malheureusement, les infrastructures routières, les vols, les installations portuaires, les chemins de fer ne sont pas encore aussi développés pour permettre des échanges intenses entre les pays africains. Mais nous allons y arriver. L'essentiel, c'est d'y croire et d'aller étape par étape. Ce qui est important pour le moment, d'abord, les pays qui ont ratifié l'accord de libre-échange vont devoir appliquer un certain nombre de mesures. Et puis, il faut aussi que les protocoles sur les investissements, sur le commerce, sur un certain nombre de standards à appliquer au niveau du continent puissent être négociés et adoptés au niveau du continent. Je pense que ces étapes ne vont pas se faire du jour au lendemain, mais on va y arriver. À côté de tout ça, comment, selon vous, le marché du numérique, notamment l'intelligence artificielle, puisse également booster ces échanges commerciaux? L'intelligence artificielle, c'est la technologie d'aujourd'hui et de demain. Je pense que nous avons les talents au niveau de l'Afrique. Il y a des jeunes qui sont vraiment qui sont talentueux et qui apprennent petit à petit à maîtriser les techniques de plus en plus sophistiquées de l'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle n'est pas forcément l'aubaine ni l'avenir de l'humanité. Moi, je crains qu'il faut faire très attention pour que l'intelligence artificielle ne vienne, comment dirais-je, créer d'autres problèmes pour la solidarité entre les peuples, pour que les fake news, les informations qui vont dans tous les sens ne troublent la sérénité et la paix dans le monde. Donc je suis un petit peu partagé sur, disons, cette technologie qui demande à ce que tout le monde puisse s'adapter au contexte de demain, et les générations, la jeunesse et les générations futures doivent vraiment maîtriser les technologies de l'intelligence artificielle. L'Afrique ne sera pas en reste. Je pense que les années à venir vont prouver que nous avons les capacités pour développer disons, les compétences dont l'Afrique a besoin. Dans chaque pays, bon, il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres, mais je pense que si on regarde l'Afrique
en tant que continent solidaire. Moi, je pense qu'on peut très très bien développer l'intelligence artificielle et en faire un outil pour le développement. Sur le plan climatique, le changement climatique fait peser de lourdes menaces sur les pays africains en particulier, et ceux-ci, ce qui fragilise et qui sont actuellement touchés par les conflits. Quelle stratégie proposez-vous pour améliorer l'action climatique en Afrique et réduire l'impact du changement climatique sur le continent, en particulier dans le secteur agricole? Il ne faut pas que nous soyons piégés par les déclarations qui, ces derniers temps, se multiplient et qui vont dans tous les sens. Il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années, on nous avait dit de s'intéresser aux questions de changement climatique et de faire en sorte que l'Afrique puisse apporter, ne serait-ce par exemple dans la négociation des crédits carbone, que l'Afrique soit contributeur dans ce sens. Maintenant, actuellement, il suffit d'une simple déclaration pour dire que, bon, finalement, l'environnement, c'est pas ce qu'il y a d'intéressant. D'abord, c'est l'énergie. Il faut que l'Afrique, les États-Unis, l'Europe, l'Asie puissent développer l'énergie renouvelable et ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il y a un débat de fond qui doit se tenir en Afrique pour que nous puissions se mettre d'accord sur notre position face aux changements climatiques et aux défis de l'environnement. Je pense qu'il y a eu trop de va-et-vient sur les théories plus ou moins scientifiques et puis sur les urgences du moment. Malheureusement, actuellement, avec les déclarations, je dirais, tonitruantes de l'administration Trump, on ne sait plus où on va. Donc, il faut faire très attention sur les urgences pour l'Afrique. Mais néanmoins, il faut rester conscient des enjeux en matière de changement climatique et de l'environnement. Il faut que nous puissions avoir une politique commune au niveau du continent. Et je pense que c'est un des rôles importants de la Commission de l'Union africaine et du président de cette commission, justement, de continuer à travailler avec les instances qui sont mises en place pour avoir cette politique de l'environnement qui soit cohérente par rapport à l'enjeu du moment. Monsieur Richard Randriamandrato, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.